Et donc, la troisième et dernière équipe de cet échange, ce sont évidemment les San Antonio Spurs. Alors, De'Aaron Fox chez les Spurs, qu'est-ce qu'on en pense ? Par quel angle attaquer ceci ? J'ai pas mal de points que je voulais évoquer. Peut-être dire que, en effet, moi, j'avoue, je faisais pas partie des gens qui militaient, entre guillemets. En tout cas, ça me paraissait pas une urgence ou un truc absolu à faire. Voilà, j'étais pas hyper fan, forcément, de ce mariage. C'est pas mal, hein, bien sûr. J'étais pas hyper fan, mais donc, justement et précisément, peut-être commençons par préciser ceci d'entrée de jeu, dire qu'un fit n'est peut-être pas parfait, ça veut pas dire que le joueur est nul. Voilà, donc avant de foncer sur vos claviers et m'insulter, non, quoique, vous pouvez le faire aussi, hein, mais non, en fait, il y a cet aspect où, pour moi, on n'est pas exactement sur un fit parfait et sur le truc idoine à faire. Bon, cela dit, peut-être commençons par là, d'ailleurs, hein, sur cet aspect-là. Je pense que la première indication, c'est que les Spurs veulent jouer court terme. Et donc, dans cette optique, effectivement, De'Aaron Fox va aider grandement. Hein, on a rappelé à quel point le prix était extrêmement peu cher, non seulement en termes d'assets, mais encore plus même en termes de personnel, où finalement tu n'abandonnes quasiment, voire même littéralement personne dans la rotation régulièrement, puisque même Trey Jones n'y était pas tout le temps, mais tu n'abandonnes personne de rotation pour avoir un joueur qui est calibre top 30, 35 NBA. Voilà, enfonçons des portes ouvertes, hein, si vous voulez, mais c'est d'une trivialité assez incroyable. Oui, De'Aaron Fox va aider court terme, voire même moyen terme. Il aide de suite, ça c'est bien. Deuxième point, un peu corollaire qu'on peut faire à ceci. Moi, j'aime aussi beaucoup le fait que on va piquer un joueur à finalement une équipe concurrente, puisque les Spurs vont jouer le play-in. Qui jouait le play-in également, ce sont les Sacramento Kings. Donc, il y a un peu cet effet coup double, où non seulement toi tu te renforces, mais en plus, tu affaiblis aussi un peu, en partie, un adversaire direct. Alors après, on l'a dit, hein, à quel point est-ce que Zach LaVine va peut-être arriver à venir un peu compenser, et dans quelle mesure ? Est-ce que c'est un peu ? Est-ce que c'est beaucoup ? Est-ce que c'est carrément l'équipe post-trade de De'Aaron Fox va être meilleure aux Kings ? On ne sait pas, mais voilà, moi je pense qu'a priori, l'équipe sera un peu moins forte, je pense, j'en sais rien à confirmer. Mais voilà, tu piques en plus quelqu'un qui était un élément important d'un adversaire, c'est génial. Et donc, disais-je, au-delà de cette trivialité de, bah oui, un joueur top 35 qui arrive dans une équipe, littéralement en ajout brut, sans aucune contrepartie, mais en ajout brut, oui, ça va aider. Et donc, c'est vrai que la première indication pour moi, c'est que, en effet, les Spurs veulent être compétitifs quasiment de suite. Alors, pas non plus au point de sacrifier un peu bêtement ton futur pour faire un peu n'importe quoi et dire non, il faut qu'on soit compétitif le plus vite possible, faisons ce trade et tout. Non, on n'est pas sur hypothéquer ton futur ou cramer un peu trop d'assets sur des joueurs qui ne valent pas le coup ou quoi que ce soit. Non, c'est une bonne opportunité, on la prend. Mais on peut tout de même noter qu'on la prend. Hein, on aurait pu aussi avoir le raisonnement inverse de dire bon, il n'y a pas d'urgence, Wemby grandit, Vassell grandit, Keldon Johnson, Stephen Castle... Il y a une marge d'erreur, une marge de progression, on fait ce qu'on peut avec nos jeunes, on les laisse grandir, si on fait le play-in tant mieux, sinon c'est pas grave. Voilà, il aurait pu très bien y avoir ce choix-là. Là en l'occurrence, je pense qu'il y a tout de même un peu ce parti pris de dire bon, on est jeune, on est encore très très tôt dans ce cycle de reconstruction, mais tout de même on a un peu une chance, et puis pourquoi pas en fait, hein, pourquoi pas, et j'embraye directement, mais pourquoi est-ce que je parle de ça ? En fait, ça, pour moi, cet indicateur, enfin cet élément-là, atteste aussi de à quel point est-ce que Wemby est fort et est devenu fort et continue d'être fort. Parce que, à mon sens, la lecture du front office, elle est aussi celle-ci. Elle est de se dire, mais en fait, on a peut-être une vraie chance d'être en play-off. Et c'est pas juste d'être une équipe sympa, et puis on va laisser un peu les jeunes courir dans tous les sens, et on essaie un peu de gagner des matchs par-ci, par-là. Non. En fait, là, on se rend compte que Wembanyama, cette saison, est en train d'exploser. Alors, peut-être pas autant que ce qu'on aurait pu prédire ou penser, peut-être. Quoique, dernièrement, c'est quand même pas mal du tout. C'est peut-être juste moi. J'étais un peu sur ma fin en début de saison, mais voilà, là, ça explose. Ça augmente quand même pas mal par rapport à l'an dernier, offensivement et puis défensivement aussi. Même pas besoin de préciser cet aspect-là. Mais voilà, mine de rien, c'est pas commun. C'est pas commun, et j'insiste, mais c'est pas commun qu'une équipe qui, dans le cycle 2, l'année numéro 2 de son nouveau cycle, bah finalement embraye aussi rapidement, c'est qu'on est quand même pas mal. Donc voilà, première indication, ça joue les playoffs. Et donc au passage,
au moment où j'enregistre, il n'y a eu que ce trade, mais peut-être que d'ici jeudi, on aura aussi un autre échange pour essayer encore plus de se renforcer. D'ailleurs, c'est aussi l'intérêt, hein, comme dit tout à l'heure, c'est l'intérêt d'avoir réussi à faire ce trade sans mettre Keldon Johnson dans la balance, c'est qu'il reste encore cette cartouche-là. Il reste encore la cartouche de Keldon Johnson, t'es très sympathique, et voilà, sauf que tu stagnes un peu depuis quelques années, t'as pas trop de shoot, bon, sympathique, mais 20 millions l'année. Est-ce que, tant qu'à faire, hein, tant qu'à être compétitif, est-ce qu'on pourrait pas utiliser Keldon Johnson, là, avant jeudi, pour aller chercher quelque chose? Pour aller chercher un top role player, pour aller chercher voilà, un joueur un peu de ce calibre. Par exemple, pourquoi pas un Cam Johnson? Je ne sais pas. Je pense pas que les Spurs auront un peu gagneront les enchères de Cam Johnson. Mais voilà, peut-être un peu le cran en dessous, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Et puis, l'autre indication, tout de même, c'est que je pense qu'on n'est pas non plus totalement que sur du court terme. Je pense qu'il y a un aspect court terme de dire autant faire le trade maintenant, comme ça on l'aura pour, grosso modo, on a Fox pour au moins 2 séries de playoffs, enfin deux campagnes de playoffs, celle-ci 25 et pourquoi pas 26 aussi l'an prochain. Voilà, on fait le trade maintenant, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'on n'est pas que sur un truc court terme, mais c'est aussi l'avantage du contrat de De'Aaron Fox et de la situation, c'est que j'ai un peu l'impression qu'on est, non pas entre les deux, mais à la fois sur les deux tableaux. C'est-à-dire qu'il y a l'avantage de court terme, et de, si ça se passe pas bien, et si c'est une catastrophe absolue, ce que je ne pense pas, hein, je ne pense pas, mais s'il y a une catastrophe absolue, c'est pas grave, on peut le laisser partir, ou si quelqu'un, d'ailleurs, hein, pas forcément hein, une catastrophe en termes sportifs, mais si par exemple, on fait 1 an et demi avec lui, et que quelqu'un d'autre vient le chercher à l'été 2026, et qu'on veut pas s'aligner, qu'on préfère ne pas s'aligner, au final, on le laisse partir, et on aura tout de même vécu 1 an et demi avec lui, et deux campagnes de playoffs, mais qui ne nous auront rien coûté. Donc, il y a cet avantage un peu court terme, mais pas que, disais-je. Il y a aussi l'aspect de jouer à la fois sur les deux tableaux où, en effet, c'est pas une signature de free agency. Donc, tu récupères également De'Aaron Fox dès maintenant. Et tu récupères aussi, donc, au passage, ses bird rights. Ses droits. Désolé, il était aux Kings. Ses droits, pardon, pour le prolonger, en fait. C'est toujours un peu ce côté, quand tu as le joueur avant, quand tu récupères un joueur, tu as ses droits, tu peux t'aligner sur des offres, tu peux dépasser le salary cap pour le prolonger, et ainsi de suite. Bon, on s'en fait les technicalités, on s'en fiche un peu, mais voilà, c'est un peu l'avantage, c'est qu'il y a ce côté avantage contractuel. Si ça se passe bien, tu es en pole position pour le re-signer. A priori, en tout cas, tu as certaines facilités, plus l'aspect aussi on peut le tester. On peut tester et voir comment ça marche. Donc, je trouve qu'en un sens, le move est intéressant parce que ça joue sur un peu tous les tableaux, de à la fois court terme et en plus ça coûte rien, à la fois long terme parce que on a la chance de tester ça et si ça marche, bingo, on y va, jackpot, et puis on scelle ceci. C'est comme des fiançailles en fait. C'est des fiançailles de 1 an et demi, et puis si dans 1 an et demi ça marche, bingo, on se marie, et puis voilà, on se marie pour les 10 prochaines années. Donc voilà, c'est un peu l'idée à mon sens. À la fois aussi, je crois que je l'ai pas encore évoqué, mais un peu une espèce de vote de confiance ou de marque de confiance et de brosser un peu dans le sens du poil sa superstar. Parce que voilà, Wemby, on le connaît, on a lu quand même 2-3 déclarations, on le connaît. On sait qu'il est jeune, on sait que c'est pas encore la version parfaite ou la version finale du joueur qui pourrait être, c'est-à-dire le meilleur joueur de l'histoire de l'univers, hein, qui lui pourrait battre les Monstars, mais sans avoir besoin des Looney Tunes, hein, je pense, clairement. Mais en fait, on a déjà quelqu'un qui, vous avez vu, hein, en termes d'ambition, en termes de velléité, en termes de vouloir aller vite, il est là, quoi. C'est-à-dire que, ok, je suis gentil, je suis le parfait gendre, mais j'ai envie d'y aller, quoi. Donc, je pense qu'en un sens, il y a aussi ce truc-là de, voilà, Wemby, regarde, on fait ça aussi un peu pour toi. En tout cas, on te montre que on fait tout pour être compétitif, et puisque toi, tu nous permets de l'être potentiellement dès cette année, on te suit, quoi. On y va. Et on te laisse pas un peu végéter en mode t'as pas trop d'aide, quoi. C'est un peu le pire truc possible. Et là encore, hein, pardon d'enfoncer des portes ouvertes peut-être, mais combien de situations on a connues où finalement ça se passe mal, et au bout de 2 contrat rookie plus l'extension, la superstar s'en va de son équipe parce que le dossier a été mal géré, mais en fait il a été mal géré depuis des années. Le meilleur exemple, c'est évidemment Cleveland avec LeBron James à l'époque, le premier passage, je veux dire. C'est-à-dire que tout a été un peu mal fait depuis toujours, accumulation d'erreurs. Au final, le mec il dit tant pis, je m'en vais, quoi. Je vais aller jouer avec mes potes, je vais à Miami, et voilà. Et c'est vrai que en un sens, ça peut paraître totalement les phrases bateau ou quoi que ce soit, mais
j'y crois quand même un peu. Et je pense qu'en effet, il faut s'y prendre assez tôt de réciter des gammes parfaites pendant des années. Tu peux pas genre, un peu comme Cleveland à l'époque, hein, tu peux pas tenter des all-in un peu sur la fin de contrat. Ah tiens, on va chercher Shaquille O'Neal, ça peut aider. Ah tiens, on va chercher un tel. Ah tiens, la trade deadline. Tiens, faisons le gros coup, Antoine Jamison. Enfin, non, ça marche pas, quoi. Je pense qu'il faut s'y prendre, il faut bien travailler depuis longtemps. Donc voilà, c'est peut-être que du bonus. Je ne sais pas à quel point c'est majeur ou pas. C'est peut-être pas mineur, en tout cas, c'est peut-être pas négligeable. Il y a aussi cet aspect de Wemby, tu veux et tu peux être compétitif. Voici De'Aaron Fox. Voilà. Donc, il y a ce truc qui, dès le court terme, nous coûte rien. Faisons-le. Et en plus, long terme, ça peut être bien. Après, c'est vrai que, comme dit déjà un peu j'en ai parlé, je crois que c'est sur une hebdo, je crois que c'est sur Twitter, je ne sais plus, je parle partout, je parle de NBA partout. Non, moi, c'est vrai que, en soi, j'apprécie le côté ça coûte rien, allons-y. Après, j'ai peut-être pas envie qu'on s'enferme un peu trop, mais un peu trop tôt, dans un fit qui ne serait pas parfait. Et là encore, je précise, c'est juste qu'avec Wemby, j'aimerais bien un 20 sur 20 et pas un 15 sur 20. Mais donc 15 sur 20, enfin je veux dire, De'Aaron Fox n'est pas un mauvais joueur. C'est pas parce que voilà, je vois bien un peu 2-3 commentaires que je me prends un peu partout en mode ouais, toi tu détestes De'Aaron Fox, tu trouves qu'il est nul, ça manque de respect, le fameux manque de respect, juste parce qu'on évalue un peu le joueur différemment peut-être de certains. Mais non, c'est pas une question. En fait, ça n'a rien à voir avec De'Aaron Fox. De'Aaron Fox qui est un joueur en fait de sa catégorie. Et bon, après si vous me dites il vaut autant qu'un Stephen Curry, qu'un Luka Doncic, ou que des mecs comme ça, non, là, respectueusement, je serais en désaccord. Mais en fait, c'est juste un mec de sa catégorie, et il n'y a pas de problème avec ça. Hein, comme dit, c'est un mec qui est top 30, top 35, qui peut-être même n'a même pas encore atteint le prime de sa carrière, qui peut encore progresser, à voir à quel point le fit, d'ailleurs, et l'association avec Wemby peut pas le faire progresser, etc., etc. Mais dire que c'est pas le fit parfait, pour moi, ça veut pas dire que Fox est mauvais. Voilà. Et en fait, le point central, pour moi, de tout ceci, c'est que, je vais le dire lentement, parce que pour moi, c'est vraiment l'idée principale. Pour moi, avec Victor Wembanyama, tu as un phénomène unique dans l'histoire, patati patata, chanter les violons, vous connaissez le refrain. Mais en fait, le joueur est à ce point extraordinaire qu'à mon avis, tu as ce luxe incroyable de pouvoir être exigeant et même de prétendre à une exigence parfois un peu folle. En tout cas, aspirer à la perfection. Voilà, moi c'est un peu l'idée. Et c'est un peu comme ça que je défendrai mon raisonnement. Oui, De'Aaron Fox, c'est très très sympathique. C'est pas parfait, mais c'est très très sympathique. Ça va aider court terme et tout ce qu'on veut. En revanche, est-ce que c'est le fit idoine ? Ça, je ne pense pas. Or, avec Wembanyama, il me semble que le joueur est à ce point fort que sa capacité d'attraction va être telle qu'en fait, tu a le luxe de pouvoir choisir. À mon avis, je pense que les free agents vont se bousculer pour venir jouer avec Wemby. Mais vraiment, free agent ou alors des demandes de trade. Hein. Voilà, y a pas que, ça passe pas que par la free agency, pardon. On a aussi parfois une superstar qui devient disponible sur le marché, qui dit bah tiens, moi je veux aller là. Voilà, par exemple, en sortie du run de playoff où ils vont jusqu'en finale NBA, Miami, Lillard voulait aller là-bas. Assez clairement, il a bien fait comprendre, il voulait aller à Miami. Des exemples comme ça, on peut en citer beaucoup. Enfin, je sais pas, James Harden qui veut absolument aller à Brooklyn parce qu'il y a Durant et il y a Kyrie et qu'il veut la super team. Voilà, vous n'avez pas besoin de moi, vous connaissez un peu le refrain. Et je pense qu'avec Wemby, ça va être ça de manière au moins autant que plein de superstars, voire même un peu décuplé en fait. Et c'est là-dessus où je pense que oui, en fait, De'Aaron Fox va aider. Et c'est là encore une autre phrase qui, à mon avis, est un peu l'idée principale. C'est que oui, il va aider court terme, et il va aider dès maintenant, mais c'est peut-être pas ça la question pour moi. En tout cas, la question, c'est pas de dire waouh, l'upgrade de Trey Jones à De'Aaron Fox, elle est folle. Oui, ça, on est d'accord, ça c'est trivial en fait. Oui, en effet, c'est de toute évidence, De'Aaron Fox est meilleur que Trey Jones. Mais pour moi, si on dézoome un peu, non pas sur ce move-là, mais on dézoome sur la construction de l'effectif en soi à une échelle plus large et plus grande et sur plusieurs années finalement, et sur le projet Wembanyama pour les 10 ou 15 prochaines années même, à cette échelle-là un peu plus large, pour moi la question c'est pas de savoir si Fox est meilleur que Trey Jones, et donc vu qu'il est meilleur, faisons le trade, et voilà, et on s'arrête un peu à cette vision court-termiste. Pour moi la comparaison à faire, c'est pas vis-à-vis de Trey Jones, c'est vis-à-vis des autres superstars
potentiellement que tu pourrais obtenir à côté de Wembanyama. Parce que, en fait, c'est facile de gagner le duel avec Trey Jones. Mais c'est pas celui-ci qui compte. Ça, c'est une vision très court-termiste. Pour moi, le duel qui compte et la comparaison qui compte, c'est que vaut De'Aaron Fox comparé à, je dis n'importe quoi, Luka Doncic, Darius Garland, Devin Booker, Stephen Curry, etc. La comparaison et comment est-ce qu'on doit voir l'arrivée de De'Aaron Fox à une échelle globale du projet, pour moi, c'est pas par rapport à ce qu'il y a actuellement dans une équipe qui, bah oui, bravo, on est en année 2, donc il y a que des joueurs un peu jeunes ou un peu nuls à San Antonio. Pour moi, la comparaison, elle doit se faire, et je le répète depuis 3 semaines sur Twitter, elle doit se faire. 3 semaines, j'exagère quand même. Guillaume ralentit un peu. Non, mais depuis une semaine, depuis que c'est sorti. Mais la comparaison, elle doit être vis-à-vis des autres options disponibles. Et donc, c'est là où on revient à mon point central, qui est que, avec Wemby, tu peux te permettre le luxe d'être extrêmement exigeant. Et donc, la question maintenant, c'est De'Aaron Fox est-il le choix parfait, le fit parfait? Vu que tu peux être exigeant à 100%, est-ce que le joueur De'Aaron Fox remplit totalement les critères que tu recherches? Pour moi, non. Voilà, assez simplement. Je pense qu'il y a des avantages que sont la défense, par exemple, où oui, c'est très cool. Cependant, de l'autre côté, il y a premièrement une question de spacing, mais qui pour moi n'est peut-être même pas la plus problématique. Et deuxièmement, en fait, c'est aussi et simplement le niveau de jeu du joueur. Et pour le coup, beaucoup de monde parle du spacing, et bon, ça fait partie de l'équation, on est d'accord. Hein. Mais pour moi, le spacing, c'est peut-être un peu réducteur. Et surtout, ce n'est pas que ça. Le problème, en tout cas, les imperfections, plutôt, on va le formuler comme ça. Les imperfections, les légères imperfections dans le fit d'Aaron Fox avec Wemby, je parle de mariage sur 15 ans, ne résident pas principalement dans le manque de spacing de De'Aaron Fox. Pour moi, non. Pour moi, c'est peut-être passé un peu à côté du sujet. Et pour moi, une des interrogations principales, c'est aussi de dire, mais est-ce que De'Aaron Fox est réellement un joueur de chapeau 1 en NBA? Quand, en effet, avec Wemby, à mon avis et à mon sens, tu peux largement prétendre à associer Wemby à un autre joueur de chapeau 1. Chapeau 1, c'est ce que j'appelle top 5, top 10, top 15 NBA, quoi. Vraiment le gratin du gratin, quoi. Et c'est vrai que pour moi, la limite, elle est peut-être un peu plus là, dans le sens où De'Aaron Fox, on le connaît maintenant, à moins qu'on ait une progression spectaculaire et conséquente, un peu, non pas sortie de nulle part, mais un peu quand même, à moins de ceci, voilà, Fox, c'est un joueur très sympathique, et je ne veux pas dire ça avec une connotation négative, mais encore une fois, au risque de me répéter, je m'en excuse, on est sur un calibre top 30 plus que top 10. En fait, elle est un peu là l'histoire. C'est-à-dire qu'on a un joueur de 27 ans, bientôt 28, donc qui vient d'avoir 27 ans, ok, et qui en fait, c'est bien, c'est pas génial, en fait. D'ailleurs, il y a un truc assez basique, hein, par exemple, sur l'efficacité au niveau du tir, et donc un peu en dehors de ce côté spacing, est-ce qu'il est respecté ou pas à 3 points, vraiment sur son propre scoring, c'est vrai que moi je pense qu'on est plutôt sur une catégorie 2, en fait, parmi les stars, pas catégorie 1, pardon, et on voit que combien de fois est-ce qu'il a été plus efficace que la moyenne en termes de scoring? Une seule fois. Une seule fois, c'était la fameuse année 2023, où tout était un peu parfait. Bon, petite parenthèse, on rappelle pourquoi est-ce que l'attaque des Kings a aussi bien marché en 2023, parce qu'il y avait opulence de tirs au panier que cette attaque arrivait à créer, et dès l'année 2024, saison 2024, un an après, les défenses se sont ajustées, elles ont vu qu'il n'y avait pas de menace dans le périmètre, mais par contre, ils adoraient aller au panier, sur des cuts et sur des drives, donc on bouche l'accès au panier, et voilà, et du coup, l'attaque était passée de première à 15e, quoi, grosso modo. Donc, voilà, en carrière, c'est-à-dire, combien maintenant? Presque une dizaine d'années, on va dire? Ouais, une dizaine d'années. 7-8, bah finalement, une seule fois, le mec a été au-dessus du niveau moyen d'efficacité en NBA, plus 3%. C'est-à-dire que, oui, c'est bien, ça a du volume au scoring, c'est pas non plus inefficace, hein, comme certains peuvent l'être, mais voilà, on est sur un scoreur sympathique, mais ni ultra efficace, où donc tu aurais des tonnes de valeur ajoutée de ce point de vue-là, ni un joueur au scoring un peu implacable, et ni d'ailleurs au passage, je trouve, et c'est peut-être un peu dommage, c'est pas non plus un playmaker de folie. Là encore, hein, c'est toujours le même raisonnement, c'est-à-dire que faire le raisonnement, oui, il va apporter du passing dans cette équipe qui était avec un Chris Paul de 40 ans et un Trey Jones qui est passeur gestionnaire mais pas top. Oui, Fox gagne cette comparaison-là, en effet. Mais c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le comparer, c'est dans l'autre sens.
c'est, ah bah tiens, si on le compare à Garland, si on le compare je sais pas moi, à Liberton ou à des mecs comme ça, ou à Doncic, même si Doncic maintenant est plus disponible, hein, je comprends pas pourquoi il a jamais été, mais bref. Non, mais c'est comparé à d'autres stars qu'il faut voir quand on est dans cette construction à long terme. Et de dire, c'est lui que je choisis pour être le lieutenant de De'Aaron Fox. C'est comparé aux autres. Et c'est vrai que le scoring, c'est pas mal. C'est pas simple, c'est pas la folie. Bon, le scoring off-ball, donc le spacing, en effet, ça vient se rajouter à l'équation. Et le passing, bon, c'est cool, hein, c'est pas mal, mais c'est pas parfait. Et encore une fois, quand je dis pas mal, hein, c'est pas en brut, c'est relatif aux stars, vous avez compris. Et donc en fait, moi, c'est un peu en ça où je trouve que ce serait dommage de se lier à De'Aaron Fox un peu en mode long terme, quand finalement il existe d'autres options sans doute meilleures sur le marché. Alors, peut-être pas disponibles de suite, c'est peut-être ça aussi la force de De'Aaron Fox, c'est peut-être ça le calcul qu'a fait Rich Paul, d'ailleurs au passage, et qui est un bon calcul, puisque ça a marché. Mais en effet, peut-être qu'il y a des meilleures options pas encore disponibles sur le marché, mais de l'autre côté, je peux aussi le réitérer ça, pour moi il n'y a aucune urgence. Il n'y a aucune urgence à San Antonio. On est sur l'année numéro 2. Donc, si tu peux, voilà, il y a une occasion, tu la prends, tu peux être compétitif, t'y vas. Mais je veux dire, on n'était pas en situation d'urgence absolue. On peut attendre. On peut largement attendre encore 1 an, 2 ans. Vous inquiétez pas que quand Wembanyama commencera à accumuler, ou même aura déjà décroché l'NBA First Team ou MVP d'ici 2, 3 ans, peut-être un peu plus, enfin, les mecs vont venir. Il n'y a pas de problème. Il y aura toujours un mec sur le marché qui va être free agent, soit va demander son transfert. Au bout d'un moment, il y en a qui vont vouloir jouer avec Wemby. Hein. Ça, c'est déjà à peu près sûr. D'ailleurs, on voit que ça commence déjà un peu à sortir pas mal de noms, dont De'Aaron Fox. Mais voilà, c'est un peu dans ce sens-là où moi, je trouverais ça un peu dommage qu'on se lie, entre guillemets, à tout jamais à De'Aaron Fox. Et d'ailleurs, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et c'est peut-être juste le fait qu'on a un désaccord sur quelle est la valeur du joueur. Mais voilà, moi je reste un peu sur mes positions que, non, pour moi, ce n'est pas un joueur top 10, top 15 NBA. Or, à mon sens, c'est ce que devrait tendre à vouloir, et à exiger même, les San Antonio Spurs.